Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Art TV. Alors vous le savez, un petit abonnement ça fait toujours plaisir, des petits likes en cours d'émission et puis les commentaires à la fin aussi ou pendant, c'est toujours agréable aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à visiter mon site, ma propre chaîne YouTube si cela vous intéresse, j'y parle de non-dualité et d'art bien sûr. Et puis aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme qui est artiste et médium et qui se nomme Emeline Ponce. Bonjour Emeline. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, surtout que les émissions, on attend toujours ce moment avec impatience. On échange sur des thèmes que nous apprécions toutes les deux, donc c'est très agréable. Et justement, tu pourrais peut-être commencer par nous parler des débuts de ton parcours, parce que tu n'as pas toujours fait ce que tu fais actuellement. Non, 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 en effet, mais je vais vous raconter ça. Alors pour être clair, je vais faire ça dans l'ordre chronologique, parce que quelque part c'est toute une histoire de vie et d'expériences qui m'ont amené vraiment à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait, j'ai grandi et j'ai eu la chance de grandir en fait dans une famille plutôt éveillée à la spiritualité, à l'art également. Ce qui fait que ma maman était astrologue et assez jeune, elle m'a eu très jeune en fait, et elle était vraiment très stimulée par ce domaine-là, et donc elle m'a eu, voilà, j'avais peut-être allez, 2-3 ans, que elle me faisait faire des petits exercices d'intuition, si tu veux. Elle me faisait lire dans des verres d'eau pour voir si j'y percevais des images. Elle m'a fait faire sans le vouloir. En fait, elle faisait de l'écriture automatique et un jour, je lui ai piqué son crayon. Mais si tu veux, j'étais toute petite. Ça, je m'en souviens pas. C'est elle qui me l'a raconté parce que ça l'a vraiment, vraiment choquée. J'ai pris son crayon et j'ai commencé à écrire mon prénom à l'envers. Mais à cette époque-là, bon, je savais pas encore écrire. Donc j'écris mon prénom à l'envers et je commence à dessiner des espèces de bestioles à côté, mais qu'elle a trouvées assez monstrueuses, si tu veux. Et là, elle a pris peur, elle a brûlé le papier, brûlé le crayon, et bon, plus jamais elle a fait l'écriture automatique, et bien sûr, moi, j'en ai plus fait non plus. Et ma mère était astrologue, mais était aussi tarologue. Ce qui fait qu'elle m'a initiée très jeune à l'art du tarot. Ce qui fait qu'à 10 ans, j'ai eu mon premier tarot de Marseille, et j'ai vraiment grandi avec ça, et j'ai été fortement, je pense, influencée et bercée par tout le symbolisme qu'on peut voir à travers le tarot, les oracles et les couleurs aussi, l'énergie que ça dégage. Et j'y passais vraiment beaucoup de temps. Je dirais que quand d'autres enfants, je sais pas, allaient faire du sport ou avaient des activités, moi, mon activité, c'était vraiment le tarot. Ça me fascinait. Donc j'ai passé des heures très contemplatives, tu sais, adolescente et jeune adulte. Ça faisait vraiment partie de moi, et j'ai rapidement ressenti que c'était une forme de langage universel. Le symbole a quelque chose qui dépasse largement les mots. Pour en revenir un peu en arrière, j'étais pas une enfant extrêmement douée à l'école. On va dire que c'était pas mon truc, j'étais pas très concentrée. J'étais une enfant qualifiée comme enfant dans la lune. J'avais déjà un côté de créatif fort présent, mais de gros problèmes de concentration parce qu'en cours, je m'évadais tout le temps. J'étais un peu dans mes rêves, voilà. Ce qui fait qu'avec le temps, quelque part, naturellement, je dirais, les études artistiques se sont quasiment imposées à moi. C'était vraiment ce qui m'appelait, c'était la seule chose finalement sur laquelle j'arrivais à totalement me concentrer, la seule chose qui me passionnait, avec voilà, le tarot, les lectures ésotériques, tout ça vraiment faisait aussi partie quand même de mon, je veux dire, de mon quotidien, ouais, même très jeune. Donc ça m'a suivi, si tu veux, la notion artistique, mais technique, et la notion spirituelle. C'était un peu deux univers chez moi qui étaient parallèles, si tu veux, mais qui se rencontraient pas forcément. Tu vois, j'avais pas encore la maturité et l'expérience nécessaire pour relier les deux. Mais t'étais née dans la marmite, quoi. Mais j'étais née dans la marmite, si tu veux, mais vraiment pour moi, c'était deux trucs qui se reliaient pas, tu vois, il n'y avait pas de passerelle, quoi. Donc j'ai fait des études en art graphique, d'abord en Belgique. Ensuite, j'ai poursuivi des études supérieures en stylisme.
J'ai travaillé dans un premier temps pour une grande société de prêt-à-porter. Et ensuite, j'ai fait la majorité de ma carrière salariée dans une société des arts de la table. Donc j'ai fait de la création graphique pour une grande société comme ça. Tu devais faire les tours des assiettes en dorure ou ce genre de choses? Parce que moi, Non, ça non. m'impressionne. Ouais, moi aussi, mais non, c'est pas du tout ce que je faisais. Moi, c'était vraiment la création de... Parce que là, si tu veux, la dorure sur assiette, t'es sur un niveau quasiment artisanal, quoi. Moi, c'était vraiment pour l'industrie. Ah, Donc, d'accord. Donc, tu faisais les dessins qu'on trouve dans je les faisais les assiettes, dessins alors. qui étaient imprimés, en fait, sur Waouh. les assiettes, et c'était destiné à la France, mais si tu veux, c'était distribué dans le monde entier. Donc, on avait des clients de tous les pays, ce qui fait que j'ai eu la chance de pas mal voyager aussi. Et c'était tout type de dessin, du dessin floral, ça pouvait être graphique. Bon, ça tournait souvent autour de ça. Après, on avait aussi plein d'autres sujets. On travaillait avec des cabinets de tendance. Bon, c'était sympa. Il y avait une équipe super chouette. Enfin, ça a été une super, super expérience de vie. Mais je dirais que ça reste quand même des créations destinées à l'industrie, que tu n'exprimes pas vraiment ton potentiel créatif. Et je dirais que même au-delà de ça, quelque part, le potentiel créatif de base, à force d'être sur des choses techniques, de répondre à des demandes clients, quelque part devient très contrôlé. Et tu finis par oublier un petit peu ce qui t'animait en fait dans cette partie artistique. Ça devient très technique. Et bon, on finit par, je pense, oublier son potentiel créatif en fait dans ce genre de structure. Bon, je travaille vraiment, je dis, encore pour une très grosse structure. Et quoi, alors tu as eu l'impression d'arriver à un tournant de ta vie où il était temps que tu changes? Complètement, complètement. Et ça s'est installé, je dirais, progressivement. Ah oui. Si tu veux, Et tu l'as fait progressivement, tu n'as pas eu une cassure nette alors? j'allais dire, j'ai été progressive jusqu'à la rupture nette. Tu Ah vois, moi, oui. je suis un peu jusqu'au boutiste et quelque part, je suis très prudente. Tu vois, peut-être un peu trouillarde, quoi. Et pendant que j'étais salariée, je suis devenue maman. Donc, j'ai eu 2 enfants. Donc, quelque part, le fait aussi d'être salariée, les enfants, la grossesse, il y avait un côté un peu confortable. Mais je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre, je travaillerais déjà à mon compte. Je savais pas exactement dans quoi, mais je sentais que de toute façon, ça évoluerait. Ensuite, derrière tout ça, j'avais cette notion, si tu veux, que j'allais, je ne sais pas si c'est une notion de mission de vie ou plutôt un besoin d'être dans l'accompagnement. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et de par ce que j'avais expérimenté dans ma vie personnelle ou dans mes amitiés ou autres, je me sentais appelée par ça. Et c'est comme ça que je suis venue à faire une formation de shiatsu traditionnel, qui a duré plusieurs années. Alors, c'était super intéressant. Tu travailles vraiment sur les énergies, sur le ressenti aussi. Et tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, justement? Ouais, Ouais, ouais. c'est super. Pour ceux qui connaissent un petit peu la médecine chinoise, on va dire que c'est un peu comme l'acupuncture, mais qui serait faite avec les doigts. Après, il y a plusieurs courants de shiatsu. Moi, c'était le shiatsu Matsunaga. Et donc, on travaille vraiment sur les points d'acupuncture pour débloquer en fait certaines énergies. Les énergies du corps dans les méridiens sont un peu comme des ruisseaux. Donc, parfois, s'il y a un barrage, l'énergie ne va pas aller jusqu'au bout. Il va manquer d'énergie à un endroit, il va y en avoir trop à un autre. Et du coup, ça va entraîner des problèmes en fait dans le corps ou dans les émotions. Donc, j'ai eu tout cet apprentissage qui était génial. J'ai beaucoup aimé la pratique parce que j'étais vraiment dans un ressenti très subtil en fait sur l'énergie des points. Seulement, j'ai eu plus de mal avec la théorie parce qu'encore une fois, la concentration, bon voilà quoi, j'y arrivais, mais c'était pas ce que je préférais. Moi, ce que je préférais vraiment, c'était les ressentis que j'avais pendant la pratique. Et au fur et à mesure, je me mettais vraiment de plus en plus dans un état méditatif profond, jusqu'à arriver à ce que j'avais pas encore vraiment expérimenté, c'était les états modifiés de conscience en fait. Et là, dans cet état-là, j'ai commencé à percevoir plein de choses sur la personne. J'avais des symboles qui venaient, des petits messages. Il se passait des choses qui n'étaient pas du tout du shiatsu.
Et là, quand ça se passe, on n'est plus en train de penser à son point d'acupuncture ou au côté technique. Là, c'est pareil, ça part un peu dans un autre domaine, en fait, et c'est un état médiumnique que je dis que j'avais pas expérimenté avant, pas sous cette forme-là, si tu veux. J'avais pas mal de contacts déjà avant, j'avais pas mal d'intuition, et c'était pas nouveau pour moi. Mais ça s'est vraiment révélé par la pratique du shiatsu, parce que justement, je me mettais dans un état presque de transe, en fait. Donc, j'ai fini ma formation, je l'ai exercée un petit peu. Et tu n'étais pas très étonnée finalement, puisque ta maman t'avait déjà initié à plein de choses. Il y a des gens, ça les surprend quand même de commencer à percevoir. Toi, ça t'étonnait ou bien tu étais à l'aise? Non, j'étais à l'aise. Oui, J'étais oui. à l'aise, j'étais pas surprise, alors j'étais pas embêtée. Enfin, disons que c'était pas le but. Moi, je m'étais dit, bon, le shiatsu, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a un cadre. Là, encore une fois, on va dire, encore une fois, je sortais du cadre. Et là, je me suis rendu compte que, ok, les perceptions ne me dérangeaient pas, mais maintenant, j'en faisais quoi? C'était ça, c'est ok, j'ai ça, et j'ai senti, il y a ma petite voix qui me disait, c'est pas le shiatsu, c'est bien, ça t'a appris des choses, mais c'est pas ça que tu feras plus tard. Alors, au bout de 5 ans de formation, ça fait plaisir. C'était non seulement pas ça que je ferais, pas exactement ça, mais en plus, j'étais pas au bon endroit. Donc, à l'époque, je vivais du côté de Lille, et j'ai déménagé en 2019 pour venir en Loire-Atlantique. Et arrivé ici, mes perceptions en fait se sont beaucoup plus ouvertes. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très connectée aux énergies des lieux, aux énergies de la nature. L'énergie d'ici, en fait, l'énergie de la terre, qui pour moi est vraiment porteuse, si tu veux. Ça, c'est comme si mon canal d'un seul coup, voilà, se débouchait beaucoup. Et là, j'ai eu beaucoup de perceptions et un peu plus de perception aussi au niveau du monde des défunts. Bon, c'est pareil, ça c'est pas quelque chose que je cherchais plus que ça. Si tu veux, ma mère là-dessus, on en avait déjà beaucoup discuté. Elle, le côté voyance, astrologie, vision, ok. Donc, ma mère, très à l'aise avec beaucoup de domaines de la spiritualité, n'était par contre pas du tout à l'aise avec tout ce qui était contact défunt. C'est quelque chose qui lui faisait très peur. Et si tu veux, cette peur, elle me l'avait transmise, quoi. Donc, basiquement, je pense comme beaucoup d'enfants, on écoute de temps en temps ses parents. Et voilà, ça m'a un petit peu bloquée. Et donc, je disais, quand je suis arrivée ici sur le secteur de Guérande, mes perceptions ont explosé. Et j'ai eu beaucoup de contacts défunts, parmi d'autres choses aussi, mais ça a été beaucoup plus présent en fait dans ma vie. Et puis bon, je me suis mise à pratiquer aussi un peu plus la méditation. Après, je suis arrivée donc en 2019. Ensuite, est arrivé 2020, les périodes de confinement, pendant lesquelles j'ai eu bien le temps de méditer et de réfléchir un petit peu aux pratiques que j'avais. Et si tu veux, j'avais des personnes du Nord en fait me contactaient pour des soins en fait, qui m'avaient demandé comment faire, parce que je les voyais, si tu veux, dans la pratique du shiatsu ou en soins énergétiques, physiques, mais j'avais jamais expérimenté en fait le soin à distance. Donc je me suis dit, je vais voir avec mes guides, je vais voir un petit peu ce qui se passe, on va tester et on va voir ce qu'il en ressort. Donc j'ai commencé à pratiquer le soin à distance. Et là, le fait d'être seule, si tu veux, et de vraiment être dans un état méditatif profond, j'ai commencé pendant les soins à avoir vraiment de plus en plus de visions et à vraiment pouvoir explorer, si tu veux, plus de choses. Et quand j'expliquais ensuite le soin à distance aux personnes de la séance, j'aimais bien décrire ce que j'avais vu, même si ça semblait très perché. Et quand tu avais ces visions, comment tu pouvais faire la différence entre ce qui a trait à l'imaginaire et des visions vraiment d'un au-delà peut-être? Ah oui, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'au début, tu te poses vraiment cette question-là parce que ça semble des fois tellement perché. Ce qui se passe, c'est que quand je suis en soin, quand je fais un soin à distance, c'est comme si les énergies passaient à travers mon corps. Donc en fait, j'ai des sensations physiques. Donc tu vois, quelque part, quand je suis dans le domaine vraiment de la création pure ou de l'imaginaire, je le sens pas dans mes cellules de la même façon. Je sais pas comment l'exprimer si tu veux, mais c'est vraiment, pour moi, ça se passe en fait à travers le corps. Il y a des sensations, des picotements, j'ai l'impression,
d'être vraiment sur un autre plan. Si tu veux, c'est un peu comme l'écran interne, ça n'apparaît pas de la même façon, en fait. Alors, en général, quand la personne est très au fait et ouverte à ce genre de choses, parce que ça va quand même assez loin, j'explique dans le détail. Sinon, je simplifie pour les personnes que ça pourrait peut-être même déranger. Mais si tu veux, avec le temps, je me suis rendu compte que, au contraire, les gens étaient très curieux d'avoir les détails et le détail des visions. Et là, je me suis dit quand même, ça pourrait être sympa de retranscrire ces visions, ou au moins l'essentiel en fait des symboles apparus, les retranscrire en dessin et d'en faire des orographes. Ah, et tu connaissais déjà le principe de l'orographe ou bien l'idée a germé comme ça chez toi? Ben, j'ai découvert le mot orographe après, si tu veux. Comme ça m'a permis de mettre un mot là-dessus, de me rendre compte que j'étais pas la seule à proposer ça. Mais initialement, non. En fait, là, c'était vraiment... c'est après, enfin, j'ai fait quand même des recherches aussi pour me rassurer un peu, pour voir si ça pouvait être intéressant, si ça pouvait parler. Et j'étais plus tombée sur des peintures d'âme ou des choses comme ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est ça, mais pas ça en même temps. Tu vois, j'étais... Et vraiment, quand j'ai lu la définition de l'orographe, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça, quoi. C'est juste, je suis pas en train de délirer. Alors, parallèlement à ça, donc je disais que j'avais pris beaucoup de temps aussi d'introspection pendant les périodes de confinement. J'avais de plus en plus de contacts défunts et de contact avec mes guides. Et un jour, j'ai un de mes guides qui me dit très clairement, ce serait bien que tu apportes la preuve de la subsistance de l'âme. Ah, je me dis, super drôle. Bon, et là, j'étais pas super à l'aise avec le truc pour plusieurs raisons. Parce que même si j'ai des capacités médiumniques, quelque part, je respecte les croyances de chacun, et apporter une preuve, dans l'idée, me posait problème, en fait. Quelque part, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Enfin, c'était un peu ça. Et puis, en même temps, comment est-ce qu'on peut prouver ce genre de choses, quoi. Et là, je me suis dit, super, les guides, ils m'ont mis un beau challenge, mais là, vraiment, je vois pas. Et là, tu avais entendu alors Oui, j'avais entendu. Oui. Ah oui. Et oui, parce que si tu veux, moi, je fonctionne au niveau médiumnité, je fonctionne beaucoup par vision, Oui. mais aussi par clairaudience ou par des mots, en fait, qui apparaissent aussi. Donc, ça dépend, en fait, selon les odeurs aussi, des fois. C'est selon les moments, quoi. Et je me retrouve avec ça, et ça avait l'air important, si tu veux. Donc, j'aurais dit, ok, mais je vais faire comment? Ok, je veux bien essayer, mais comment? Et là, bon, je sais pas si c'est eux qui m'ont donné l'idée ou si l'idée m'est venue. J'ai pensé au portrait, en fait, au portrait en dessin automatique. Ça, si tu veux, je savais que ça existait. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais rencontré des médiums, en fait, qui le faisaient déjà à l'époque. Mais très honnêtement, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est une super idée, mais je ne me lance pas là-dedans. Ah mais oui, parce que entre savoir ce que c'est et le réaliser, il y a une marge. Hein. C'est ça. Oui. J'en suis pas capable. J'étais vraiment partie dans cette idée-là. De toute façon, moi, je suis OK, techniquement, en dessin, ça va. J'ai quand même fait des études dans ce domaine-là, donc ça va. Mais je me suis fortement enfermée dans la technique. Tu vois, donc je m'étais dit, si pour faire un portrait, j'ai pas le modèle devant moi, je vais pas y arriver. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en même temps, je vais essayer, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc je me suis lancée. Et j'ai commencé à faire mes premiers portraits. Et là, j'ai été super surprise parce qu'en effet, je ne voyais pas. Pour le coup, ça se passait pas comme quand j'ai des visions ou que je suis en transe et que là, je vois d'autres choses, quoi. Pour tout ce qui est du portrait de guide ou défunt, quoique les guides, c'est pas encore tout à fait pareil, ça se passe vraiment comme de l'écriture automatique, c'est-à-dire que je dessine et je ne sais pas ce que je dessine. Et là, quelque part, c'est vachement plus confortable. Parce que j'ai pas ce problème de me dire, y a un œil qui va se retrouver pas machin, ou mon portrait va ressembler à rien. Non, ça part tout seul, je dessine et je découvre au fur et à mesure si c'est un homme, une femme, un enfant, des petits détails de la vie, certaines informations. Et donc, je découvre vraiment mon portrait au fil, en fait, du dessin. Et ça, ça a été pour moi très, très révélateur. Alors, mais attends, parce que là, j'ai plein de questions qui viennent. Hein. Déjà, la première, c'est que donc tu dessines et les gens reconnaissent après coup si c'est un de leurs défunts ou comment ça se passe? Oui, alors voilà.
Quand j'ai commencé, je faisais pas ça sur commande. Voilà, je dessinais et je mettais sur des groupes Facebook en fait destinés au portrait. Et je me suis dit, on va voir s'il y a des gens qui reconnaissent. C'est comme ça un petit peu que j'ai expérimenté la chose. S'il y a des gens qui reconnaissent quelqu'un. Et si tu veux, j'ai eu rapidement beaucoup de contacts. Et des portraits ont été reconnus, les détails ont été reconnus, certains prénoms, parfois j'avais certains prénoms qui étaient reconnus aussi. Et ça m'a vraiment donné confiance, si tu veux, dans ma pratique de la médiumnité. Le truc, c'est que ce qui est un peu parfois compliqué, c'est que parfois, je donne l'exemple du portrait d'une femme, d'une jeune femme, que je poste, je mets en ligne avec quelques détails. Et là, j'avais peut-être 4-5 personnes qui pensaient en fait reconnaître leur défunt. Et là, eux pensaient reconnaître parce que la ressemblance, ok, il y avait des traits qui pouvaient être similaires. Seulement moi, si tu veux, en retour, ils doivent m'envoyer pour que je puisse valider qu'il s'agisse bien de leurs proches, une photo en fait. Mais au-delà de la ressemblance, c'est surtout l'énergie en fait qui se dégage. Il se passe, comme je te disais tout à l'heure, dans le corps, il se passe quelque chose en fait. Et en général, j'ai d'autres infos qui se débloquent quand j'ai trouvé entre guillemets la bonne personne. Oui, parce que quelque part, c'est une responsabilité un peu, comment dire, émotionnelle par rapport aux gens. C'est fou ça, hein, oui. Ils sont tous en attente, ils espèrent en fait. Ah oui, et ça me fait tellement mal au cœur. Quand, forcément, il y a des moments où je dis non, parce qu'il y a des personnes qui veulent tellement, tellement reconnaître leurs proches, tellement avoir un signe, qu'ils seraient prêts à reconnaître n'importe qui, n'importe quoi. Et c'est, je pense, déjà dangereux pour eux. Puis, mais ça fait mal au cœur, parce qu'à un moment donné, je peux dire, non, il ne s'agit pas de votre fille, peut-être une prochaine fois, mais ça, il faut savoir aussi bien se mettre des limites et des barrières et rester super intègre aussi à ce niveau-là, parce que c'est pas un domaine avec lequel on joue non plus. Si tu veux, moi, dans ma démarche de portrait de défunt, je fonctionne vraiment un peu à l'envers. Si tu veux, c'est les défunts, quelque part, qui viennent me voir pour faire un portrait. Et après, voilà, sur les réseaux, je retrouve la personne à qui il y avait un message, pour lequel le message devait passer, en fait. Donc c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Et ça t'arrive quand même dans le sens inverse ou bien jamais? Oui. Oui. Oui, des fois, en séance de médiumnité, ça m'arrive aussi que il y a un petit dessin qui sorte. Ensuite, je travaille sur commande. Donc, parfois, j'ai des défunts qui viennent. Parfois, ce sont des guides spirituels. Donc là, on n'est pas sur la même énergie. Et ça se manifeste pas exactement de la même façon non plus. Ah ben c'était la question suivante que je voulais te poser, parce que tout à l'heure, ça a piqué ma curiosité, ça, parce que tu as dit, oui, voilà, j'ai les deux. J'allais te demander justement, comment tu sens quand c'est l'un ou l'autre, comment ça se manifeste? Alors, autant le défunt, c'est... je te dis, tout de suite, ça part en dessin automatique. Je le vois quasiment pas. Ah, c'est déjà arrivé, hein, que parfois, je suis en train de faire un dessin d'un défunt en cours et que j'en ai un autre qui arrive, genre à la queue, qui me disent moi aussi, là, pour le coup, ce sera un autre jour. Donc là, j'ai parfois perçu le défunt avant, mais c'est la plupart du temps pas comme ça. Donc le défunt, c'est de l'automatique, et le guide, quand je me connecte à l'énergie d'une personne, alors parfois aussi, ça peut être en automatique, mais souvent quand même, j'ai un flash du guide, si tu veux. Et j'ai rapidement toutes les infos qui viennent. C'est pas progressif. Parfois, j'ai des guides, ça peut être un guide familial, mais ça peut être aussi un guide relié... j'ai eu, l'autre jour, un guide relié à une vie antérieure. Une vie très très ancienne, en fait, d'une personne. Donc, probablement quelqu'un, peut-être qu'elle s'était connue dans une vie antérieure, mais que le guide qui s'était manifesté maintenant, c'était peut-être pas plus réincarné, mais en tout cas l'accompagner dans cette vie-ci pour une mission spécifique. Et c'est intéressant parfois de voir qu'au niveau des guides, certains guides sont là. Je peux dire si c'est un guide qui est là depuis la naissance ou qui va suivre la personne toute sa vie, si c'est un de ses guides, si c'est son guide principal par exemple, ou parfois, et c'est souvent le cas, un guide qui est là pour un moment de vie, pour une mission spécifique, et qui vient au moment du portrait apporter un message justement, ou une certaine impulsion parfois, ou pour développer un certain potentiel chez la personne. Donc parfois ça explique aussi pas mal de choses, et ça c'est super intéressant
J'aime bien les portraits. Ah oui, outre le portrait, alors tu as un message aussi que tu délivres, ou bien c'est à la personne d'interpréter ce qu'elle ressent du dessin? Alors, j'ai toujours un message, Mhm. des indications, des choses variées selon le profil du guide et le profil de la personne. Mais ensuite, je pense que le dessin rend un peu tangible l'intangible. C'est aussi un outil, je pense, pour la personne qui le reçoit. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aura son portrait en main, en se connectant en fait au portrait, il va se passer beaucoup de choses. Je pense que ça se relier plus profondément à l'énergie aussi de ce guide-là, et peut-être aussi laisser venir les messages plus personnels ou ce qui peut arriver au niveau de l'intuition par rapport à ce guide en fait. Et quand tu travailles en consultation avec les gens, est-ce que les deux sont interdépendants, le dessin et la médiumnité, ou bien est-ce que tu peux vraiment scinder les deux? Non, oui, si, je peux scinder les deux, tout à fait. Après, oui, je peux faire que de la médiumnité. Par contre, quand je fais un dessin, il est toujours en rapport avec la médiumnité. Tu vois, donc médiumnité sans dessin, mais pas de dessin sans médiumnité. Et dans ta pratique du dessin, est-ce que celui-ci s'est modifié, le fait de devenir médium? Est-ce que voilà, tout ce cheminement-là fait que ta manière de dessiner a évolué, ou bien tu dessinais déjà de cette manière-là auparavant? Non, ma manière de dessiner a évolué. Je dirais que je suis moins bloquée techniquement. C'est-à-dire que j'ai moins d'exigences techniques maintenant. Je pense qu'avant, je me limitais un petit peu en me disant il faut que ce soit beau, il faut que ce soit comme ci, il faut respecter une charte de couleurs. Enfin, il y avait tous ces aspects techniques en fait qu'on m'avait enseignés, qui quelque part bloquaient, je pense, aussi mon côté créatif. Ah. Non, j'étais sur des dessins très réalistes, plutôt crayonnés noir et blanc, tu vois. Ah Pas à oui. l'aise avec les couleurs, Hmm. tu vois. Donc c'est vraiment pas du tout. Je me permets beaucoup plus de choses maintenant et c'est vrai que là-dessus, je suis très, très reconnaissante aussi de ces expériences-là parce que ça m'a vraiment fait évoluer dans ma pratique. Et ça m'a donné aussi confiance, en fait, dans mon aspect. En fait, je savais que j'étais une bonne technicienne, on va dire, que je me débrouillais bien, que j'étais créative, mais j'arrivais plus à percevoir mon côté artistique, si tu veux. Quand je suis sortie de mes années de salariat, c'était devenu quelque chose presque d'automatique, mais c'était plus vraiment relié, on va dire, à ce que je voulais exprimer quelque part. Et quelque part, je ne savais même plus ce que je voulais exprimer. Et le fait d'exprimer pour les autres, si tu veux, ça m'a un peu débloqué. J'ai l'impression, quand je fais mes dessins, et bah, c'est pas qu'une impression, finalement, je suis qu'un canal, je suis qu'un tuyau. Donc le dessin, c'est de la main de quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Donc moi, je prête un petit peu, on va dire, ma technique et ce que je sais faire. Mais quelque part, c'est pas moi l'artiste, si tu veux. C'est un peu la perception que j'ai de ce que je fais, Et comment les gens y reçoivent ces dessins-là? avec beaucoup d'émotion, Alors toujours. quand c'est un défunt, ben, on le comprend, ça tu l'as déjà dit, émotionnellement c'est très fort. Et quand c'est un message de guide, ils sont aussi touchés de la même manière? Complètement, Oui. complètement. Et c'est vrai que des fois, moi-même, je suis surprise parce que parfois, il y a des messages qui sont particuliers ou un peu perchés. Je me dis, mais je vais vraiment donner ça comme message. On est toujours parfois pas à l'aise, quoi. Et à chaque fois, je dirais que ça fait tilt, ça parle, mais je pense que les dessins parlent à l'âme, en fait. Donc oui, il y a toujours beaucoup d'émotions et je pense vraiment que les gens les utilisent comme outil, comme moyen de se connecter ou de se sentir mieux ou de reprendre de l'énergie aussi. Et tu as un exemple comme ça à nous raconter, quelque chose de fort comme ça qui s'est passé lors d'une de tes séances? Alors, qu'est-ce que je Et pourrais... peut-être petite question avant, est-ce que tu dessines avant de recevoir la personne ou bien pendant qu'elle est là? Parce que ça aussi, ça peut faire peut-être la différence. Alors, la séance, en général, les séances de médiumnité, je les reçois. Si tu veux, je ne travaille qu'à distance, donc je suis en ligne, hein. Je vais peut-être commencer un dessin vers la fin de la séance, quand le contact aura été établi, et le finaliser si tu veux après.
parce que j'aime bien pouvoir prendre le temps aussi, parce que je veux pas que ça empiète, parce que j'ai besoin de me concentrer et que, à un moment donné, si je pars en écriture automatique, je suis plus en train de parler. Donc, si la personne elle a 1 heure de contact avec moi, elle va peut-être avoir l'impression de perdre son temps. Donc, si tu veux, c'est après que le contact a été établi, parfois, voilà, ça peut venir ensuite. Mais en général, je préfère faire le dessin. Après que la personne m'ait contacté, envoyer une photo d'elle, son prénom, son nom, et faire le dessin chez moi, et ensuite recontacter la personne. Parce que j'aime vraiment bien pouvoir faire le vide et pas être en train de gérer l'aspect technique de la caméra, le fait que la personne elle attende et qu'elle s'ennuie. Tu sais, j'aime vraiment pouvoir être dans un état d'introspection totale. Pour moi, c'est super important. C'est ça, donc il y a une attente entre les deux. Le cœur qui palpite du côté de la personne aussi. Le fait, tu sais qu'il y a une attente. Parfois, tu dis, il faut que je fasse vite, et puis tu vas te mettre un stress, du coup, tu vas être moins concentré, et bon, c'est pas super aligné tout ça, donc je préfère faire ça plutôt tranquille, toute seule. Voilà. Alors, l'année dernière, donc, j'avais commencé à faire des portraits depuis quelques mois, des portraits de défunts canalisés, et je mets en ligne... Non, j'ai une dame, en fait, qui vient, donc en contact. Je commence à dessiner le portrait, et en dessinant, alors en général, c'est plutôt cool, hein, mais là, je voyais que le trait partait comme ça, et je sentais comme de la colère. Je suis un peu surprise, parce que c'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Et j'ai une femme, en fait, qui est très un peu tirée, et qui me dit en boucle, ils m'ont tout pris, ils m'ont tout pris, ils m'ont tout pris. Oh, tu vois, c'est pas très gai. Et j'ai quelques images qui viennent d'une scène improbable, comme dans les films, une maison glauque au fin fond d'une forêt. Je dis, oh là là, là, je me dis, c'est mon imagination, c'est pas possible, quoi. Et puis elle m'explique, cette dame, qu'elle veut parler à sa fille, que sa fille elle est en danger, qu'il faut qu'elle quitte son mec. Oh, bon, ok. Bon, du coup, j'ai d'autres infos aussi qui viennent avec ça. Je mets le portrait en ligne, mais je marque pas le détail de la maison glauque dans la forêt. Je marque pas ma fille doit quitter son mec. Enfin, c'est tellement intrusif, et puis voilà, ça peut être sujet à interprétation aussi. Je voulais pas marquer ça, quoi. Donc, je marque 2-3 trucs. Et là, sur le portrait, j'ai pas mal de gens qui me contactent et qui me disent « Ah, je pense que c'est ma fille. Ah, je pense que c'est ma sœur. » Et en fait, c'était non, non, non. Et puis là, pour le coup, la défunte, elle était bien restée à côté de moi, quoi. C'était direct non, non, non. Moi, je veux parler à ma fille. Donc, tant que je n'avais pas quelqu'un qui me réclamait sa mère, déjà, c'était mort, quoi. Et un jour, j'ai bien une nana qui me dit « Je pense que c'est ma maman. » Et puis là, du coup, j'apprends un message privé. Donc, elle m'envoie la photo, bon, ça ressemblait vraiment. Et je lui dis, mais pourquoi elle répète en boucle? Pourquoi elle a autant de colère? Elle répète en boucle, on m'a tout pris. Et là, si tu veux, donc j'avais pas raconté à la fille l'histoire de la vision de la maison, tout ça. Et elle me dit, ma maman a eu un cancer de la gorge. Et elle n'a pas été diagnostiquée à temps. Ce qui fait qu'en fait, elle a perdu sa voix. Et bon, voilà, la maladie plus plein d'autres problèmes de vie. Elle dit, non seulement, voilà, dans ma vie, on m'a tout pris, on m'a même pris ma voix, en fait. Et donc, elle l'a interprété comme ça. Et elle me dit, ma mère a fini ses jours dans la forêt, isolée, en fait. Elle vivait dans une maison un peu machin. Mais le truc, c'est que moi, dans mon truc, ça faisait vraiment scène de crime, si tu veux. Et là, elle m'explique que sa mère, il y avait toujours eu un flou, en fait, sur le décès. Ils savent pas, en fait, si elle s'est fait assassiner ou si elle s'est suicidée. Parce qu'ils l'ont retrouvée morte d'un coup d'arme à feu. Ok, donc pour moi, là, ça validait totalement le ressenti que j'avais eu, si tu veux. Et là, la maman me dit encore, bon, maintenant, tu lui dis pour son mec, quoi. J'étais embêtée parce que je veux pas non plus aller fouiller dans la vie des gens et puis donner des conseils comme ça, mais elle insistait tellement. Je dis à la fille, bon, je suis désolée de vous demander ça, mais comment ça va dans votre vie de couple? Et là, elle me dit, c'est drainant, je suis en danger, j'en peux plus. Et là, elle dit, je suis coincée. Elle dit, je suis dans une situation, je suis totalement bloquée, je suis seule, je sais pas comment je me suis mise là-dedans, mais je peux plus m'en défaire. Donc bon, voilà, là, j'ai pu du coup lui donner le message de sa mère en disant, bon, voilà, vous n'êtes pas seule, votre mère vous accompagne et vous encourage à, voilà. Mais ça a été pour moi une expérience super forte, en fait. Parce que, au niveau du détail, mais aussi au niveau de l'émotion, en fait, qui est passée,
la gravité de la situation et ça m'avait un peu pas perturbée, mais j'avais trouvé ça un peu fort, quoi. Un peu fort. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ton travail artistique, il se produit pour tes consultations ou bien est-ce que tu as encore un autre travail artistique de type, je ne sais pas moi, des toiles, des cartes de vœux, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut faire quand on aime dessiner. Alors, quand il y a quelques années de ça, j'avais commencé à travailler comme graphiste à mon compte. Donc, j'ai produit beaucoup de dessins, de logos, de choses comme ça, destinés à la papeterie, aux t-shirts, enfin, quelque part aux artisans en fait qui veulent produire leur propre truc. Donc ça, si tu veux, c'est des choses que j'ai mis en vente sur des plateformes. Donc rien à voir avec le domaine de la spiritualité, hein, c'est carrément d'autres choses. Mais là j'ai arrêté. Mais si tu veux, les plateformes fonctionnent toujours. Je vends toujours un petit peu sur ces trucs-là, mais je fais plus de création pour ça. Si tu veux, quand je faisais mes graphismes, je pouvais passer 8 heures derrière mon ordi, ça me passionnait, je trouvais ça sympa. Mais à la fin de la journée, j'étais épuisée, j'étais complètement drainée, quoi. Et mon mari me disait, il faut que tu arrêtes ça. Lui, ça faisait longtemps qu'il me poussait à m'installer en tant que médium ou énergéticienne. Donc, ça fait des années qu'il me le répétait. Mais moi, j'étais encore bien derrière mes petits graphismes. J'étais voilà, dans ma zone de confort. Mais ça m'épuisait, en fait. Ça m'épuisait. Et donc là, si j'en fais encore 1 ou 2 par an, c'est beau. Et à terme, je pense que je fermerai même les boutiques, si tu veux. Là, je les laisse en route parce que ça se voit encore un peu. Mais je suis plus du tout en phase avec ça, en fait. J'ai l'impression que je peux plus faire 10 activités différentes parce que alors c'est moi hein, qui fonctionne comme ça, mais si tu veux, le fait de travailler en canalisation me demande quand même d'être dans un bon état d'énergie, si tu veux. Être assez aligné pour être dans un état médiumnique qui me mette pas en danger et qui me permette aussi de produire le meilleur pour la personne pour qui je vais faire un portrait, si tu veux. Donc, ça me met dans un état un petit peu, pas second, mais limite, je suis pas planante, mais c'est particulier. Et parfois, tu montes fort en énergie, et moi, j'ai des atterrissages difficiles. Donc, j'ai du mal maintenant à jongler avec des activités qui me demandent pas le même type d'énergie. C'est un peu bizarre ce que je raconte, mais je sais pas si je suis claire, mais... Si, tu es claire, bien sûr. Tu vois je vais te proposer de faire un petit jeu qu'on fait souvent dans l'émission. C'est celui de choisir un chiffre entre 1 et 10, et puis tu vas avoir une citation qui est reliée à ce numéro. D'accord. Dis-moi un peu ton chiffre. 3. Alors, le numéro 3, le voilà. Ah, ben c'est un petit comique pour toi. C'est Pierre Dac, un humoriste français, hein, qui a dit, de tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. C'est très drôle. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça me fait rire d'autant plus que j'ai longtemps travaillé dans les arts de la table, tu vois. Ah ben oui, c'est vrai, ça c'est trop marrant, c'est vrai. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Je vois ça vraiment comme un clin d'œil. C'est très rigolo, c'est vrai, tiens, j'y avais même pas pensé. C'est marrant. Ah oui, c'est amusant. Mais écoute, c'était ma petite citation comique parce que toutes les autres, elles sont un peu plus profondes, on va dire. J'en avais une marrante dans le tas, mais voilà, c'est toi qui l'as eu. C'est pour moi. Et en plus, ça a du sens. C'est trop drôle. Voilà. Alors, tu as parlé bien sûr du dessin, de tes séances de médium, mais comme autrefois tu faisais des soins énergétiques, est-ce que ça tu le fais encore ou plus du tout? Oui, c'est ce que je fais. Majoritairement, c'est ce que je fais. Ah, d'accord. Je fais un peu de médiumnité, un peu de contact défunt, mais je suis quand même, on va dire, peut-être plus à l'aise, oui. Puis je préfère, en fait, travailler avec des énergies de guérison. C'est vraiment ce avec quoi je suis plus facilement alignée. Et j'adore travailler en état de transe, si tu veux. Donc, oui, je fais beaucoup de ça. Alors, il y a comme ce joli panneau derrière toi qui m'intrigue aussi. Oui. C'est une de tes créations? Ça c'est un de tes tableaux? Ouais, il n'est pas terminé. Ah. Il n'est pas terminé. Moi, je vais cacher là le bas qui est moche. Oui, c'est un essai à l'acrylique, mais je voulais rajouter parce que il y a quelque chose qui se dessine là, si tu veux. Ça, c'est comment?
Moi, j'ai fait ça il y a déjà quelques temps et je ne l'ai pas terminé. Hein. Euh, J'étais partie pour faire un paysage, pour me détendre, tu sais, c'était plus un paysage de marine, quoi. Et j'étais partie dans mon truc et je mettais des couches et des couches et des couches. Je ne sais pas combien de couches d'acrylique. Et on voit pas bien là comme ça parce que le contraste est trop fort. Mais quand j'ai eu fini, si tu veux, c'était presque devenu incontrôlable. Il y a comme une forme en fait qui est apparue ici. Et Oui. mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit mais oh, t'as vu que ton tableau il est habité quoi. Je dis ouais. Et ouais, il a quelque chose. Mais faut que je termine parce que honnêtement, je suis plus sur des choses très réalistes, tu sais. C'est pas mon style habituel. Je sais pas. Va falloir que je persévère peut-être un peu dans cette voie-là, mais on va dire que c'était expérimental, quoi. Puis donc tu vois, ce ne sont pas des logos, c'est pas du contact défunt, donc tu vois, tu fais aussi d'autres choses quand même. Oui, Ah oui, oui, un peu. Mais pour l'instant, étant donné que c'est oui, pas abouti, mais j'y d'accord. pense beaucoup. En ce moment, ça me retravaille pas mal. Parce que je Hmm. travaille beaucoup au pastel, au crayon et tout ça, mais aquarelle un petit peu aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, reprendre les pinceaux et faire sur des plus grands formats, j'y pense aussi. Il y a quelque chose qui m'appelle, faut que j'y aille, quoi. C'est surtout ça. Je me Oui, laisse pas le temps. En fait, je me laisse pas le temps, en fait. C'est surtout, tu vois, ça fait des mois, en fait, que j'ai fait ce début de toile et en fait, j'ai même pas encore finalisé. bon, de toute façon, tous les liens te concernant sont sous cette vidéo et les personnes pourront aller de temps en temps voir ce que tu as de nouveau d'affiché et puis Merci. voilà, prendre connaissance de ton travail. Si tu avais un conseil à donner à tous ces gens qui ont du talent, qui hésitent, qui savent pas trop, qu'est-ce que tu leur Mmh. dirais? Bah, d'avoir confiance en eux parce que je pense qu'on est tous créateurs, et créateurs de notre existence. Et ça, faut jamais l'oublier. Et je pense qu'en se connectant à ses ressentis, son intuition, ça nous mène vers un sentiment de joie en fait. Et cette joie, voilà, permet d'aller même si c'est pas toujours facile, d'aller mettre des couleurs dans la vie. Et voilà, je pense que ça, faut jamais oublier que on tient les pinceaux et la palette de notre propre vie. J'ai envie de te poser une dernière question et puis si tu veux conclure avec le mot de la fin, eh bien je te laisse le loisir de le faire. Ma question, ça serait euh, qu'est-ce que ça t'a enseigné tout ce parcours? Comment tu vois la place de la beauté peut-être dans la vie aujourd'hui? Comment tout ça, ça t'enseigne toi-même? Ah, alors je dirais que personnellement, euh, j'ai eu des périodes de vie où j'ai eu tendance à être très fortement dans le mental. Et comme je te disais, il y avait d'un côté la spiritualité, de l'autre côté la part artistique. Et je trouvais pas en fait la passerelle. Parce que je rentrais trop dans la technique de l'un, trop dans le truc de l'autre. Et puis à trop réfléchir, on trouve pas forcément sa propre voie. Et je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est bah, par moment, il faut savoir dire stop, en fait, stop à tout, et laisser les choses venir, en fait, sans se poser 50 000 questions. C'est vraiment laisser sa petite voix s'exprimer. Et en fait, c'est bête de dire ça. Je pense que tout le monde le dit, ça fait très banal, mais quelque part, bah, c'est pas facile. En fait. Je pense que c'est essentiel de pouvoir s'écouter sans faire des plans, sans se dire qu'en structurant ci comme ça, et puis ça ira avec ça. Non, en fait. Moi, j'ai perdu, c'est pas perdu, hein, mais je pense que j'ai perdu quand même du temps à vouloir mettre les choses dans les cases, en fait. Et finalement, bah, je me suis rendu compte que moi, mes deux univers préférés bah, se sont rencontrés et que là, pour moi, ma voix, en tout cas, était vraiment au milieu de ces deux voies-là. Tu vois, comment le milieu spirituel et le milieu artistique n'étaient absolument pas incompatibles. Et ça, je l'ai un petit peu découvert aussi. J'ai donné des cours de dessin il y a quelques années, quand j'ai quitté le salariat, et avec des enfants et des adultes. Et dans les groupes d'adultes, j'avais des personnes retraitées. Et j'ai beaucoup appris en fait à leur contact et leur rapport en fait avec l'art. Eux venaient, si tu veux, moi je leur enseignais un peu de technique, mais en fait ils venaient pour passer du bon temps. Ils venaient parce que eux ça leur faisait du bien, parce qu'on discutait en même temps, parce que eux se concentraient sur un dessin, exprimaient des choses,
ça avait quelque chose de totalement guérisseur. Et je pense que grâce à ces personnes-là, la passerelle a commencé pour moi à se faire avec l'art au-delà de la technique. C'était vraiment l'art qui nourrit l'âme. Et voilà, là-dessus, c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri aussi. Oui, ça, tu as découvert la joie, le plaisir. Voilà, oui. Tout à fait. Bien, écoute, Emeline, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi, Sandrine, pour ton accueil et pour toutes ces questions très pertinentes. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette émission et je ne voudrais pas conclure sans vous rappeler que c'est bientôt le festival On ne vous demande pas d'y croire à Mérigny. Et donc, invitation cordiale à tous. On vous attend, on sera nombreux à être là pour échanger un moment avec vous, donner des conférences, partager un moment aussi peut-être plus en privé avec des consultations. Donc, si vous avez l'occasion, c'est le 7, 8 et 9 juin à Mérigny. J'y serai et je serai vraiment très heureuse de partager ces moments avec vous. Mes ateliers créatifs, eh bien, ça continue, c'est certain, lundi soir par Zoom, donc depuis chez vous. Et durant tout l'été, si vous venez à Ajaccio ou du moins encore, c'est bien, je peux vous recevoir pour des petits stages de quelques heures à quelques jours selon vos souhaits. Et pour cela, il suffit de me contacter. À très bientôt de toute façon dans une prochaine émission.